Hey, bonjour tout le monde. On sait que la prévalence des infections virales dans les unités de soins intensifs aux États-Unis est environ un tiers des cas. On connaît bien l'influenza, on connaît bien le rhinovirus, on connaît maintenant très bien le COVID, c'est donc plus fréquent, mais on ne connaît pas beaucoup les para-influenza virus, les PIV, qui sont fortement sous-diagnostiqués. Je pense que c'est important qu'on en parle. C'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Allô Matt, comment ça va aujourd'hui? Hey, salut Yann, ça va super bien. Ça s'annonce vraiment un sujet super intéressant. Ouais, mais durant l'hiver 23-24, j'ai eu 3 cas de para-influenza, puis c'est pas comme si j'en avais eu beaucoup dans le passé, peut-être que je les testais pas, mais je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment malades, puis c'est lorsque je faisais les tests de multiplex viral que je les trouvais, parce que normalement, c'était pas l'influenza, c'était pas RSV, c'était pas le COVID, donc ça sortait négatif, puis j'avais pas de surinfection bactérienne, j'avais des CRP très élevés, puis des procales très basses, fait que je savais que c'était viral, mais je savais pas c'était lequel. Quand j'ai vu que c'était des para-influenza, ben, j'ai décidé de lire un peu là-dessus. Puis j'ai trouvé une étude qui est vraiment intéressante. C'est une étude rétrospective, malheureusement, mais c'est quand même la première étude, ou probablement la seule étude actuellement, qui détaille l'évolution et les devenirs, les outcomes des PIV aux soins intensifs adultes qui a été fait. Alors, je vais t'en parler un peu, puis on va avoir probablement quelques questions pour toi, Mathieu, au sujet de la médication, là, parce qu'il y a plusieurs détails intéressants là, qui ressortent par rapport au traitement de ces patients-là. Donc, c'est une étude qui, comme je l'ai dit, rétrospective anglaise, qui a été faite de 2016 à 2023. Ils ont fait une identification rétrospective sur leur spécimen du PIV. Le PIV, il y en a 4 sérotypes qu'on connaît. Il y a le 1 et le 2, qui est pas mal plus sur la traque respiratoire haute, qui fait plus des trachéobronchites, et le 3 et le 4, qui est beaucoup plus sur la traque respiratoire basse en général, qui fait des bronchiolites et des pneumonites. C'est associé avec des facteurs de mauvais pronostic et de mauvais devenir. Puis on se rend compte qu'il y aurait jusqu'à de 12 à 23 de ces patients-là qui ont des PIV qui doivent aller aux soins intensifs. 23 comme je l'ai dit dans l'émission, puis à peu près 18 de ces patients-là qui sont intubés. Alors, l'étude, comme j'ai dit, même si c'est rétrospective, c'est à peu près la seule de ce genre-là. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ils ont évalué un outcome à 30 jours, puis des outcomes secondaires des supports d'organes, d'insuffisance rénale, la durée des soins intensifs, les trucs habituels. Ils ont réussi à générer 50 patients. Malheureusement, ils n'ont pas été capables de voir les patients dans l'hôpital. Donc, ils n'ont pas été capables de faire la prévalence, mais c'est vraiment les patients de soins intensifs qui ont identifié sur ces 7 ans-là. Puis là, quand on regarde les chiffres, ben, les chiffres sont assez épeurants, d'une certaine manière. Bon, naturellement, s'ils sont aux soins intensifs, on a 98 de ces patients-là qui ont besoin d'un support respiratoire, là, que ce soit une canule au débit, là, un optiflow ou de la ventilation non invasive ou de l'intubation. Mais c'est la mortalité qui est épeurante. La mortalité était à 40 sur les 50 patients qui sont rentrés là. Les durées de séjour aux soins intensifs, c'était 6 jours habituels. À peu près toujours les mêmes choses qu'on voit. Les patients étaient quand même passablement malades. Un quart des patients ont eu besoin d'amine. 42 ont fait des insuffisances rénales. Il y en a 6 qui se sont ramassés en thérapie de remplacement rénal, en dialyse. Puis, ils ont fait un très bon travail, là, les intensivistes là, de cet hôpital-là. Au jour 4, la balance liquidienne était de plus 900. Puis au jour du congé, donc global, la balance liquidienne était de plus de 200. Ça inclut les patients qui ont été dialysés ou pas dialysés. Donc, globalement, ils n'ont pas, comme on dit, ils n'ont pas noyé leurs patients. Donc, ça n'a pas été des facteurs aggravants. Euh, Naturellement, comme les patients qui ont tous des infections virales, ils finissent tous sur antibiotiques, même si on le sait que ce n'est pas la bonne chose à faire. Il y a 94 des patients qui ont été sous antibiotiques. Puis, lorsqu'on regarde en termes de co-infection réelle, bactérienne ou mycotique, ben, il y a eu juste 6 patients, donc juste 12 des patients sur les 50 qui ont été avec une réelle co-infection, comme par exemple 2 pseudomonas, un Klebsiella, un E. coli, un Citrobacter et un Aspergillus. Heureusement, on s'est rendu compte que ces patients-là n'ont pas été associés avec une augmentation de mortalité, même s'ils étaient surinfectés. Mais un élément important, puis c'est là-dessus que je veux t'entendre, Mathieu, c'est qu'il y a 60 des patients qui ont reçu des corticos, okay, dans cette surinfection-là, probablement sur du bronchospasme, comme on fait avec tous les patients virals, mais aucune association avec la mortalité par rapport à ces patients-là.
Fait qu'on en a parlé un peu avant l'enregistrement, puis tu avais une bonne théorie par rapport à ça. C'est vraiment intéressant. Naturellement, c'est pas prouvé, mais je trouve que ça fait beaucoup de sens. Ouais, ben, c'est sûr que, tu sais, on s'entend, c'est sur une étude rétrospective. Fait qu'on en prend puis on en laisse. Question d'association. Puis c'est une hypothèse que qu'on discutait ensemble. Parce que si on reprend tout ce qu'on a appris des pneumonies virales dans les dernières années avec la COVID, puis avec l'influenza, on sait que les corticos, normalement, en influenza, ben à date, les méta-analyses rétrospectives nous disent que ça semble être délétère. Est-ce que c'est parce que justement la phase virale et la phase inflammatoire sont plus rapprochées? Hein, les patients deviennent virémiques et inflammatoires très rapidement, puis on leur donne des corticos, on prolonge de façon carabinée la réplication virale. Donc, c'est littéralement une réplication virale sur les stéroïdes, comme on pourrait dire. Iatrogénique, et c'est ce qui ferait que les patients évolueraient moins bien. Alors qu'en COVID, hein, on se rappelle, les corticos, quand on les donne dans la phase plus inflammatoire, puis il n'y a presque plus de phase virale, les patients en bénéficient, mais quand on leur donne trop vite, et qu'il y a probablement encore une bonne phase virale, les patients en tirent moins de bénéfices à ce moment-là. Fait que là, l'hypothèse que j'aimais, puis je ne suis aucunement un expert du para-influenza virus, mais je trouve que basé là-dessus, ça pourrait faire du sens de se dire, ben là, peut-être que justement le para-influenza a une phase virale et une phase inflammatoire peut-être un petit peu plus décalée, qui se rapprocherait un peu plus d'un pattern viral qui ressemblerait un peu plus au SARS-CoV-2 qu'un pattern très, très collé au niveau du para-influenza. Donc ça serait basé sur cette étude-là. C'est sûr que c'est rétrospectif. Fait que ça va nous prendre plus de données pour étayer cette hypothèse-là. Mais je trouvais ça vraiment intéressant de réfléchir puis d'en parler parce que toutes nos pneumonies virales, hein, suivent toujours cette évolution-là de phase virale, phase inflammatoire, puis selon le pathogène, ben elles sont plus ou moins rapprochées. Donc, est-ce que dans l'avenir, ça pourrait modifier notre approche? Peut-être. Là, c'est sûr que pour le para-influenza, pour l'instant, ça semble pas avoir d'impact, mais je trouvais ça vraiment intéressant, ça, qu'il n'y ait pas de lien présomptif là, présentement avec les corticos puis le para-influenza. Oui, puis ce que ça nous dit aussi, Mathieu, c'est que si notre patient est très bronchospastique, ben on va quand même être assez à l'aise de les traiter avec des corticos pour une courte période. Naturellement, comme n'importe quelle maladie, il ne faut pas exagérer comme on le faisait dans le passé avec des longues durées de corticostéroïdes, mais pour 2, 3, 4 jours, le temps de casser le bronchospasme, ça ne peut pas nuire, là. Et au moins, cette petite étude rétrospective-là nous semble donner un certain facteur de protection. Ben, pas de protection, mais de sécurité, en fait, je devrais dire. Puis en passant, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des bonnes connaissances en microbiologie, ou vous êtes des microbiologistes, puis vous connaissez mieux la phase de réplication puis la phase inflammatoire, n'hésitez pas à le partager avec nous. Hein, on est sur toutes les plateformes, comme d'habitude. Alors, un point qui était vraiment intéressant dans cette étude-là, puis c'est une manière d'évaluer une infection virale, c'est qu'ils ont séparé les groupes en groupe hypoxique puis le groupe hypercapnique. On s'est rendu compte que des facteurs de mauvais pronostic dans le PIV infection, c'est l'âge, le fait d'avoir une maladie pulmonaire, le fait d'être néoplasique, puis le fait d'être immunosupprimé, comme à peu près toutes les maladies qu'on peut voir aux soins intensifs qui sont infectieuses. Mais eux, ils se sont rendus compte, c'est que dans le groupe hypercapnique, essentiellement, c'était des patients qui avaient une maladie pulmonaire, puis dans le groupe hypoxique, c'est les gens qui avaient des néohématologiques, de l'immunosuppression médicamentée, en fait, et le diabète de type 2. Vraiment une très grosse différence entre les deux. Puis ça fait que on peut voir d'une certaine manière un certain trend qui va avec ça. Puis en plus, on peut même ajouter les types de PIV. On s'est rendu compte que pour ceux qui étaient plus hypercapniques, c'était le PIV 1 et 2. Comme je l'ai dit, c'était plus trachéobronchite. Puis ceux qui étaient hypoxiques, c'était uniquement du PIV 3. Malheureusement, dans leur trousse d'évaluation, ils n'étaient pas capables d'évaluer le PIV4. Alors, on ne sait pas s'il n'y en avait pas, ou on a sûrement manqué des patients. Il y a dû avoir plus que 50 patients, puis les 4 ne les ont pas testés. Mais pour au moins, ce qui était capable de voir, c'est que hypoxique pur, c'était PIV3, puis l'hypercapnique, c'était PIV1 et 2. Et comme on l'a dit, si on est capable de voir ça, ou si vous avez un patient qui a une suspicion d'eux ou qui vous le confirmez par votre évaluation dans un multiplex viral, hein, ça ne vient pas sur un test de base. La plupart des tests de base dans les hôpitaux canadiens, c'est RSV, influenza et COVID maintenant. Donc, si vous avez le loisir de demander votre multiplex viral, ben, gardez en tête ces différences-là entre les deux groupes hypoxiques et hypercapniques.
Autre chose intéressante, c'est que 82% des 98% qui avaient besoin du support respiratoire ont eu de la ventilation non invasive en première intention. C'est souvent ça qu'on fait. Et même si on le sait que dans les pneumonies, c'est plus ou moins bien reconnu ou efficace versus plus dans les bronchospasmes, ils ont quand même eu, la plupart des patients ont eu de la ventilation non invasive. Autre point très intéressant, dans les facteurs de risque de mortalité, parce que je rappelle qu'il y a eu 40% de mortalité, qui est beaucoup plus haut que la littérature attendue dans les infections de PIV aux soins intensifs, c'est l'âge et les comorbidités cardiovasculaires. Les néos, les immunosuppressions, tout ça, n'avaient pas d'augmentation d'association avec la mortalité. Il y en avait pour le type de pathologie que les gens étaient pour développer, l'hypoxie ou l'hypercapnie, mais pas sur la mortalité. Un ratio qui est devenu populaire en COVID, c'est le ratio NL, donc neutrophile sur lymphocyte, qui nous montre un peu la balance entre l'inflammation et l'immunité qui est adaptative. Donc, on l'a vu dans les COVID que lorsque notre ratio est en haut de 6,5, c'est vraiment un facteur associé à la mortalité, puis ça a été bien étudié. Ce qu'on se rend compte dans ces groupes-là, c'est que dans le groupe survivant, il était à 12, en fait 13, 12,9, et dans le groupe d'essai, il était à 20. Mais la moyenne était à 15,7. Donc, extrêmement élevé, beaucoup plus élevé même que certaines études de COVID. Fait que ça, c'est quelque chose qui va probablement, on va voir de plus en plus au fil des années, les ratios N sur L. C'est une étude rétrospective, Mathieu. Hein, on s'entend qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est quand même la première, comme je le disais tantôt. Puis, ils n'ont pas été capables d'évaluer ni le PIV4, ni de voir ce qui se passait dans l'hôpital. Mais globalement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça ouvre un peu les yeux sur cette pathologie-là, puis ça donne le goût d'en savoir plus, puis surtout de le rechercher. Oui, je suis d'accord avec toi, là. C'est une étude rétrospective, puis oui, ils ont un taux de mortalité, puis même les auteurs le disent, là, on a un taux de mortalité vraiment plus élevé que d'habitude. Est-ce que c'est le fait que c'est une étude rétrospective? Est-ce que c'est relié aussi que c'est une étude qui vient du Royaume-Uni, où ils ont une approche qui pourrait être un peu différente de d'autres régions du monde? Les auteurs le disent, c'est à prendre avec un grain de sel, entre guillemets, la mortalité. Mais moi, ce que j'ai beaucoup remarqué, par contre, c'est la surreprésentation beaucoup plus qu'on pense du PIV au niveau de nos pneumonies virales. Tu sais, moi, ce que j'ai retenu, puis ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que c'est pas mal plus fréquent qu'on pense. Puis quand je regarde en rétrospect, là, mes cas de pneumonie virale qu'on a eu dans les dernières semaines, derniers mois, j'en ai probablement finalement que c'était du para-influenza. On les a pas testés, peut-être parce que justement, on était moins au fait de ce pathogène-là. Puis les facteurs de risque, puis les caractéristiques qu'ils ont ressorties, que ce soit par type d'atteinte, hypoxémie versus hypercapnie, ou facteur de survie ou non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment il y a un lien entre tes comorbidités puis la présentation que tu vas avoir, puis le fait que tu vas peut-être survivre ou pas. J'ai trouvé cette étude-là vraiment, vraiment intéressante. Comme les auteurs le disent, on a besoin de plus d'informations, mais je pense que c'est un bon point de départ, là. Puis malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'âge vient beaucoup jouer. Hein? C'est vraiment les en haut de 75 ans qui, malheureusement, c'est nos personnes âgées qui ont plus de 75, puis même, je pense que ça allait jusqu'à 85 dans l'étude, si je me rappelle bien. Ces patients-là étaient lourdement hypothéqués et étaient surreprésentés dans le groupe de mortalité. Ceci étant dit, Mathieu, il faut essayer de soigner ces patients-là. Donc, ça serait quoi ton approche de traitement pour ces patients-là? C'est une excellente question. Puis dans le papier, il mentionne, c'est surtout un traitement de support qu'on va faire. Présentement, il n'y a pas d'antiviraux spécifiques contre ce virus-là. On pourrait se dire, est-ce qu'on pourrait prendre le oseltamivir, le Tamiflu, vu que c'est un virus qui ressemble à l'influenza. Pour l'instant, je vous dirais que ça ressemble pas à être une approche qui est basée sur la littérature. Ça semble pas d'ailleurs fonctionner pour ce médicament-là. Mais au moins, comme on a parlé un peu avec les corticos, si jamais on a besoin de donner des corticos pour l'inflammation ou un bronchospasme, au moins, basé là-dessus, on est très rassuré. Mais pour l'instant, ça va être principalement du traitement du support comme on est habitué de le faire. Oui, puis peut-être essayer de faire différent de l'étude puis de réduire votre utilisation d'antibiotiques. Surtout si vous avez des facteurs qui vous montrent qu'on ne va pas vers là, comme par exemple des CRP élevés, des procalbases, puis surtout des cultures négatives. Là. Donc, d'arrêter vos antibiotiques le plus rapidement possible. C'est tout à fait compréhensible. On en met au début, hein, lorsque le patient va très mal puis est admis aux soins intensifs. À mon avis, c'est une bonne pratique. C'est pas optimal, mais il faut quand même le faire. Surtout si vous avez accès à tous ces tests d'évaluation-là, réduire votre utilisation d'antibiotiques. Tout à fait d'accord avec ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a un petit peu allumé là-dessus. Gardez ça en tête. Le PIV existe. Il est bien là. Il y en a 4 sérotypes.
On n'oublie pas de les tester, puis ça peut nous aider à nous orienter sur les traitements et même ajuster nos traitements adéquatement. Alors, en espérant que vous avez apprécié, je te remercie, Mathieu. Court podcast, mais vraiment intéressant. Salut Yann, c'est toujours un plaisir. Salut tout le monde, faites attention aux autres. Bye. Ouais, venez nous rejoindre sur toutes les plateformes habituelles, Spotify, Apple, Google. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao! L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.